Je vais commencer par te raconter 3 choses énigmatiques qui n'ont en apparence aucun sens. Première énigme, Claire est intelligente, lucide, motivée. Elle sait exactement ce qu'elle veut changer dans sa vie. Elle a un plan, elle a des moyens, elle a du temps. Et pourtant, pendant 3 ans, elle ne fait pas le moindre pas pour avancer. 3 ans. Comment quelqu'un qui veut sincèrement avancer peut rester parfaitement immobile pendant 3 ans? Deuxième énigme, en 1967, 2 chercheurs découvrent un phénomène de blocage dans le cerveau et ils construisent une théorie qui va devenir dominer la psychologie pendant 50 ans, être citée dans des milliers d'études, expliquer la dépression à des générations entières d'étudiants. Et puis en 2016, l'un des 2 chercheurs publie un nouvel article pour dire une chose incroyable. Pendant 50 ans, nous nous sommes trompés, c'était l'inverse de ce qu'on a pensé. Qu'est-ce qu'ils avaient vu à l'envers pendant un demi-siècle? Troisième énigme, tu te reposes, tu prends des vacances, tu dors plus, tu lèves le pied pendant quelques semaines et tu reviens exactement aussi fatigué qu'avant, comme si le repos n'avait rien changé. Tu te sens toujours aussi vide et tu stagnes toujours autant. Pourquoi est-ce que le repos n'a pas réparé le manque d'énergie, la sensation de vide? 3 énigmes, une réponse que je te propose dans cet épisode, et cette réponse elle se trouve au niveau de ton cerveau. Pendant les 30 prochaines minutes, on va aller descendre à l'intérieur de ta tête pour comprendre vraiment ce qui se passe quand tu stagnes. Le but c'est pas de faire de la psychologie de comptoir, on va voir comment ça fonctionne réellement et à la fin je te préviens, tu ne pourras plus jamais dire je stagne parce que je manque de volonté ou cette personne stagne parce qu'elle manque de volonté, parce que tu sauras exactement comment ça fonctionne pour de vrai. Bienvenue dans la séquence décryptage. Quand on stagne, tout le monde commence par accuser un principal suspect. Et ce suspect, c'est le manque de volonté. Quand tu stagnes, tu établis un verdict tout seul et c'est toi qui prononces ce mot contre toi-même. Je manque de volonté, je manque de motivation, je suis paresseux, je me laisse aller. Ça paraît tellement évident qu'on ne va jamais vérifier si c'est vrai ou pas. Mais est-ce que c'est vraiment le manque de volonté qui nous fait stagner? Vérifions. Et là, on va rencontrer déjà quelques problèmes. Premier problème, la volonté n'est jamais vide partout en même temps. Si ta stagnation venait vraiment d'un manque de volonté, comme un réservoir de volonté qui serait vidé, alors ce réservoir devrait être vide pour tout ce que tu fais dans la vie. Or, ce n'est jamais vraiment le cas. Pense à une personne qui déteste son travail. Chaque matin, elle a une boule au ventre. Ça fait 3 ans que ça dure. Et elle le dit elle-même, mon travail me déplaît. Et pourtant, elle ne postule nulle part, elle ne se forme à rien, elle ne change rien à sa situation, elle reste. Alors que la même personne à côté, elle tient une maison qui est impeccable, elle gère son budget parfaitement, elle ne rate jamais un rendez-vous pour ses enfants. Bref, elle a de la volonté pour sa famille, pour son argent, mais à l'endroit précis où elle souffre le plus au travail, elle n'a plus de volonté. Pense aussi à une personne qui s'épuise dans sa relation, elle sait que ça ne va pas, elle le sait depuis longtemps, et elle reste mois après mois, année après année dans un inconfort quotidien, alors que dans son métier, elle prend des décisions difficiles tous les jours, mais là, sur ce point-là, là où ça lui fait le plus souffrir, rien ne bouge. Ce n'est pas parce qu'elle manque de volonté, c'est pas parce que son réservoir de volonté est vidé, puisque au travail, elle a de la volonté pour avancer. Une volonté qui disparaît précisément là où il y a de la souffrance alors qu'il y en a ailleurs, ce n'est pas un problème de quantité de volonté, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, ça ressemble à quelque chose qui choisit volontairement de stagner pile à l'endroit où c'est douloureux pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est notre premier problème qui nous empêche de dire que la volonté est la raison pour laquelle on stagne. Deuxième problème, et ça c'est encore plus troublant, c'est que le blocage est souvent plus fort là où tu as quelque chose de très important, là où le désir est plus grand. Cette personne qui déteste son travail, elle veut que ça change, c'est très important, ça la hante, c'est important. La personne qui s'épuise dans sa relation, elle ne s'en fiche pas, elle désire plus que tout améliorer sa vie sentimentale. Mais si le problème était un manque d'envie, de volonté, de motivation, alors plus tu tiens à quelque chose, plus ça devrait être facile à faire
Et moins tu tiens à quelque chose, plus tu devrais être bloqué si c'est un problème de volonté. Or, dans la vraie vie, c'est l'inverse qui se produit. Plus tu désires quelque chose, plus tu bloques là-dessus. Plus l'enjeu est grand, plus tu serres fort le frein. Un manque de volonté ne peut pas expliquer ça. Un manque de volonté dirait juste, si tu n'as pas beaucoup d'envie, tu vas stagner. Et si tu as très envie, tu vas avancer. Alors que c'est l'inverse qui se produit. Tu as très envie que ça change et tu bloques d'autant plus. Ce n'est donc pas un manque de volonté. On ne stagne pas parce qu'on manque de volonté. Alors, soyons clairs sur ce qu'on vient de dire. Je n'ai pas prouvé que la volonté n'était pas le problème, enfin que le manque de volonté n'était pas le problème. J'ai montré 2 failles à l'explication que c'est la cause, c'est la racine du problème. 2 indices nous ont permis de voir qu'on est en train d'accuser le mauvais suspect et que c'est pas parce que tu as un réservoir vidé de volonté que tu n'arrives pas à avancer et que le blocage finalement il grossit avec l'importance au lieu de se diminuer. Et donc on va aller prouver cette intuition et on va aller trouver une expérience où on prendrait des êtres vivants avec exactement la même volonté, les mêmes capacités, le même corps et on ferait varier une seule chose pour voir si le blocage apparaît et ce genre d'expérience existe. Elle a été menée il y a presque 60 ans et ces auteurs eux-mêmes ont mis un demi-siècle à vraiment comprendre ce qui s'est produit. On va aller voir ça maintenant. En 1967, à l'université de Pennsylvanie, Martin Seligman et Stephen Meyer montrent une expérience dont la conception est absolument géniale parce qu'elle va isoler vraiment une variable et c'est là qu'on va avoir la preuve qu'on cherchait à propos de la stagnation. Ils prennent des chiens et ils les répartissent en 2 groupes. Les 2 groupes vont recevoir des chocs électriques désagréables et le détail crucial, c'est qu'avec exactement les mêmes chocs, la même intensité, et avec la même durée, ces 2 groupes vont réagir différemment. La seule différence entre ces 2 groupes, c'est que le premier groupe de chiens peut arrêter les chocs en appuyant sur un panneau, alors que le second ne peut rien faire. Même s'il appuie sur ce panneau, rien ne change. Ensuite, ils vont placer ces groupes de chiens dans une nouvelle cage et lorsqu'ils vont recevoir un choc, cette fois-ci, il suffira de sauter une petite barrière pour échapper au choc et atterrir de l'autre côté, là où il n'y a pas de choc électrique. C'est facile à faire, n'importe quel chien peut le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chiens du premier groupe, ils sautent, alors que les chiens du second groupe ne sautent pas. Au lieu de sauter, ils se couchent, ils subissent, alors qu'il suffirait simplement de sauter de l'autre côté de la barrière et ils ont tous la capacité physique de le faire, mais ils s'accroupissent et ils ne font rien. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça veut dire? Les 2 groupes de chiens ont le même corps, les mêmes pattes, la même capacité physique, ils sont tous capables de sauter, ils ont reçu la même quantité de choc, ils ont eu la même fatigue, ils ont eu le même stress, tout est identique, sauf une chose. Et c'est ce seul facteur qui va déterminer si, oui ou non, on stagne ou si on avance. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la force, ce n'est pas la capacité. On ne peut pas dire que le second groupe manque de volonté, et on ne peut pas dire que le second groupe a physiquement des défauts par rapport au premier. Ce qui varie, c'est leur perception de contrôle. Le premier groupe a vécu la perception que mes actions ont un effet. J'ai le contrôle sur la situation. Le second a vécu, quoi que je fasse, ça ne change rien. La seule chose qu'on a fait varier, c'est l'expérience de la perception de contrôle sur l'événement. C'est pas une question de volonté. C'est la perception de contrôle sur l'événement. Est-ce que oui ou non, je sens que j'ai le contrôle sur l'événement? Et ce n'est même pas est-ce que j'ai le contrôle sur la situation, c'est est-ce que je perçois que j'ai le contrôle sur la situation. Si le groupe de chiens numéro 2 percevait qu'il avait le contrôle sur l'événement, il aurait sauté pour se sortir de la situation. Mais c'est parce qu'ils ont eu la perception que c'était pas possible qu'ils se sont résignés. Martin Seligman appelle ça l'impuissance apprise. Et donc son explication en 1967, c'est celle-ci. Les chiens ont appris que leurs actions ne servaient à rien, ils ont appris à être passifs et la passivité est donc une leçon que le cerveau a retenue. Si par le passé on vit des événements qui nous apprennent que nos actions ne servent à rien, on apprend à être passif et on décide de ne plus avancer, on décide de stagner. Cette idée est devenue l'une des théories les plus influentes de toute la psychologie. Seligman en a fait dès 1975 un modèle sur la dépression
de l'être humain. Pendant 50 ans, on a expliqué le blocage comme ça, tu t'es senti impuissant et donc tu abandonnes. Mais seulement voilà, ensuite la neuroscience arrive, avec des outils que Seligman n'avait pas en 1967, l'optogénétique, la cartographie précise des circuits. Des chercheurs ont pu regarder littéralement ce qui s'allume dans le cerveau à ce moment-là, et ce qu'ils ont trouvé était tellement perturbant que Seligman et Mayer ont été obligés de publier en 2016 un article pour réviser leur théorie. Le titre c'est « L'impuissance apprise à 50 ans, les apports de la neuroscience » et voici ce qu'ils écrivent, et écoute bien, « La passivité en réponse au choc n'est pas apprise, c'est la réponse par défaut non apprise à une adversité prolongée. » Je répète, la passivité en réponse au choc n'est pas apprise, c'est la réponse par défaut non apprise à une adversité prolongée. Et j'explique ce que ça veut dire. Pendant 50 ans, ils ont cru que le cerveau avait appris à abandonner, mais en réalité, c'est l'inverse. Face à une adversité prolongée, sur laquelle on ne semble pas avoir de prise, la réponse par défaut, en tant que chien ou en tant qu'être humain, c'est la passivité et le découragement. C'est la réponse de base quand, pendant trop longtemps, vous n'avez pas de prise. Ce qui s'apprend, et c'est ça le changement, ce n'est pas l'impuissance, c'est la perception de contrôle. Vous avez le cortex préfrontal qui va apprendre à détecter qu'on a une prise sur les choses et quand il le détecte, eh bien, il va dire à la partie du cerveau qui est responsable de la réponse de blocage, de la passivité, et qui va lui dire « Attends une seconde ». Ça veut dire que la stagnation n'est peut-être pas un défaut que tu as développé, c'est une réaction de base, naturelle, qui s'active quand ton cerveau ne détecte pas de prise sur l'adversité prolongée. Tu n'as pas appris à stagner et tu n'as pas de problème. Tu es simplement en train de stagner comme une conséquence naturelle du fait que tu n'aies pas de prise sur la situation que tu es en train de vivre. C'est un renversement total, c'est important. Par défaut, l'être humain stagne face à l'adversité prolongée. Quand il sent qu'il a une prise sur la situation, en revanche, il va commencer à se bouger. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau pour que tout cet écosystème fonctionne. Viens avec moi. On va aller descendre dans la salle des machines avec 3 pièces à visiter. Je te promets, j'enlève le jargon inutile, juste ce qu'il faut pour que tu comprennes ce qui se passe dans ta propre tête lorsque tu stagnes. Et à chaque pièce, je vais te donner un exemple tout simple pour que tout soit clair. Dans la première pièce, c'est le disjoncteur. Donc, tout au fond du cerveau, il y a le tronc cérébral et il y a une petite structure qui produit un neurotransmetteur appelé sérotonine. Son nom savant, tu peux l'oublier tout de suite, c'est le noyau du raphe dorsal. Et voici ce qu'il faut retenir. En revanche, là, fais bien attention parce que c'est contre-intuitif. Dans le cas qui nous intéresse, donc quand on stagne, face à quelque chose de pénible qui dure et sur quoi tu n'as pas de prise, son effet va pencher vers la mise en retrait, la mise en veille. Donc si tu vis quelque chose de difficile, de prolongé sur lequel tu n'as pas de prise, il va faire en sorte que tu coupes, tu réduises l'élan, que tu te mettes en veille, que tu t'éteignes un peu, que tu t'économises. Un peu comme un disjoncteur qui va dire, voilà, on va couper le courant pour économiser parce que là, on est dans une situation où de toute façon, ça sert à rien. Face à cette adversité qui s'installe et qui perdure, il va produire le renoncement. Donc au départ, l'entrée, c'est quelque chose ne va pas et ça n'en finit pas. Et je n'ai pas de prise. La sortie, c'est la sensation de stagnation, c'est une baisse d'énergie. Concrètement, tu penses à un grand projet que tu as depuis des années, rien qu'à y penser, tu aimerais le faire, mais tu ressens une petite lourdeur, une envie de faire autre chose plutôt que de réaliser ce projet, par exemple de regarder ton téléphone. C'est ça, c'est ton disjoncteur qui est en train de baisser le courant, qui est en train de te dire voilà, j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas, donc ne mettons pas trop d'énergie là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, le phénomène qui fait que tu te mets à stagner, c'est qu'on est en train de te mettre en veille pour te dire voilà, on a déjà essayé, voilà, ça marche pas, donc on va économiser. On vient de le voir, par défaut, face à une adversité qui dure, le disjoncteur saute, le courant se coupe. Mais ce disjoncteur, il a un régulateur, quelqu'un qui peut rallumer lorsque ça coupe ou qui peut dire ne coupe pas pour l'instant parce que tu vas voir finalement c'est ok. À l'avant du cerveau, tu vas avoir le cortex préfrontal et c'est lui le veilleur. Son rôle, c'est établi par la recherche, tient en une phrase, c'est que dès que le veilleur va détecter que tu as une prise sur la situation, que tes actions vont avoir de l'effet, il va rallumer le disjoncteur. Le courant va revenir, l'élan va revenir, le cortex préfrontal va venir enlever la réponse de coupure et va dire
tu n'as plus besoin de te mettre en retrait, tu peux agir, la lumière se rallume. Donc tout se joue sur ça, sur est-ce que j'ai une prise là-dessus? Tant que le veilleur ne détecte aucun effet de tes actions sur le résultat, il va laisser le disjoncteur à l'état de sauter, le courant coupé, bloqué. Mais à la seconde où il détecte qu'il y a une prise, même minuscule, il va pouvoir rallumer. Donc concrètement, tu te dis de toute façon, quoi que je fasse, ça ne changera rien à ma situation. Là, ton veilleur, il ne détecte aucune piste, il va laisser le courant coupé. En revanche, le jour où tu fais quelque chose et tu vois un petit résultat, même minuscule, là le veilleur, il détecte, il va rallumer. Tiens, là j'ai un effet et je sens que je peux faire la différence, l'élan repart. Maintenant, il reste à résoudre le troisième énigme dont je parlais au début. Pourquoi est-ce que tu te reposes mais tu continues de stagner et l'énergie ne revient pas? Pour ça, une dernière structure à aller visiter, le striatum ventral, une pièce centrale du circuit de la motivation. Et là, ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu anticipes une récompense, ton moteur va s'allumer. Il va s'allumer quand tu vois venir une récompense, quelque chose de plaisant, d'agréable, de positif, de désirable. Tu vas avoir une activation de ce circuit. Et là, c'est important. Ces données, elles viennent surtout de personnes qui sont, quand on observe des gens qui sont en dépression ou dans un état clinique. Donc je te dis pas que toi, ton striatum est cassé, mais je te dis que le principe est clair, le phénomène de stagnation que tu es peut-être en train de vivre, c'est que tant que ton cerveau n'anticipe rien de bon devant toi, le moteur va rester au point mort, non pas parce que la vie ne contient pas de récompense, mais parce que tu n'en vois plus, tu n'en perçois plus. Mais si tu perçois qu'il va y avoir des récompenses, que les cadeaux sont en train d'arriver, là, tac, ça se rallume. Souviens-toi d'un projet qui, par le passé, t'enthousiasmait vraiment, un voyage, une rencontre, un défi, un challenge. Tu n'avais pas besoin de te forcer à y penser. L'énergie était là, la motivation était là, avant même d'avoir les récompenses. Le fait simplement d'anticiper les récompenses, tu avais le moteur qui s'allumait. La stagnation, c'est l'inverse. C'est quand tu regardes devant toi et que tu ne vois que des corvées, des risques, des douleurs, mais pas de récompense. Il n'y a rien à anticiper. Donc, le moteur ne démarre pas, même après 2 semaines de vacances, de repos, tu reviens et tu restes vidé, toujours sans énergie. Pourquoi? Parce que devant toi, il n'y a rien de vraiment intéressant, plaisant qui t'attend. Donc si tu es en train de stagner, vérifie ces 3 pièces. Est-ce qu'il y a un disjoncteur qui a coupé le courant parce que on est face à une adversité prolongée? Est-ce qu'il y a un veilleur qui a lâché parce qu'il ne détecte pas de prise sur la situation? Et est-ce qu'il y a un moteur qui a cessé de tourner parce que, eh bien, il n'y a aucune anticipation de récompense dans le futur? Maintenant, on va pouvoir résoudre les 3 énigmes qu'on a posées au départ. 3e énigme, pourquoi le repos ne répare pas? Tu as la réponse maintenant, parce que la stagnation, c'est pas un réservoir d'énergie qui s'est vidé et que tu peux recharger en partant en vacances, en allant dormir. C'est un état de retrait actif. Le repos peut recharger une batterie vide, mais si ton système est éteint parce qu'il n'y a pas d'intérêt à allumer le système, c'est pas parce que tu t'es reposé que tu as changé le système. Donc si ton cerveau n'a toujours pas détecté la moindre prise sur la situation, si l'adversité est prolongée et s'il n'y a pas de récompense qui t'attend, eh bien, le repos ne change rien. C'est la raison pour laquelle le repos ne répare pas. 2e énigme, tu as Martin Seligman, le chercheur en psychologie, qui croyait qu'on apprenait l'impuissance, on appelait ça l'impuissance apprise, et en fait c'est l'inverse. L'impuissance, c'est quelque chose qui est inné, on se sent impuissant naturellement lorsqu'on n'a pas de prise sur la situation pendant trop longtemps, mais ce qu'on apprend, c'est justement apprendre à percevoir qu'on a le contrôle. Et c'est une nouvelle qui est radicalement optimiste, parce que si tu es bloqué, tu peux apprendre à percevoir que tu as le contrôle sur la situation, parce que c'est vraiment le cas. Enfin, la première énigme, Claire, 3 ans, immobile, à ne pas avoir franchi la moindre étape alors qu'elle a envie d'aller de l'avant, eh bien, c'est pas parce que Claire était paresseuse, c'est pas parce qu'elle manquait de volonté, c'est que son disjoncteur avait classé avancer comme une dépense d'énergie qui était vaine et risquée, parce qu'avancer pour elle, ça voulait dire s'exposer à être vue, à être jugée, découvrir qu'elle échoue et ressentir la honte ou la culpabilité de ne pas être assez. Son veilleur préfrontal peut-être ne percevait aucune prise sûre dans la situation. Quoi que je fasse, là ça ne va rien changer, et son moteur n'anticipait pas de joie au bout du chemin, de récompense, seulement des risques ou des douleurs. 3 structures qui faisaient parfaitement leur travail de protection, 3 ans d'immobilité, non pas comme un échec,
mais comme la réussite de son système pour la maintenir dans un état de veille, pour la mettre en sécurité, plutôt que d'aller prendre inutilement des risques. Alors, comment on fait pour sortir de la stagnation? La neuroscience elle-même nous donne la direction, puisque le blocage tient à 3 choses, la sortie tient aux 3 inverses. Premièrement, empêcher le disjoncteur de couper. Donc, je le rappelle, le disjoncteur se déclenche quand on sent qu'il y a une adversité qui est perçue et qui dure trop longtemps. Donc, tout ce qui réduit cette perception d'adversité va aider. Déjà, en évitant de s'auto-flageller, se mettre des coups de fouet, en s'attaquant soi-même, en disant tu es pas à la hauteur, tu es nul, en se culpabilisant, en ayant honte de soi. Et à l'inverse, créer un peu de sécurité. Souvent en s'entourant d'une présence apaisante, puis en régulant le système nerveux pour être plus apaisé et donc se retrouver dans un écosystème, un environnement externe et interne, émotionnel, dans lequel finalement on ne se sent plus en danger mais plutôt en sécurité. Deuxièmement, redonner aux veilleurs la preuve d'une prise, la perception de contrôle. Le cortex préfrontal va reprendre la main dès qu'il détecte qu'on a le contrôle sur la situation, et il le détecte souvent de quelle façon? Par l'expérience répétée qu'une action a effectivement un effet. C'est pour ça que lorsque j'aide mes clients à vivre la transformation, je les aide à faire des petits pas, réaliser des petites victoires pour sentir qu'ils ont effectivement un impact, même un pas minuscule, même une petite victoire permet au cortex préfrontal de se dire on a une prise. Ça y est, on a le contrôle. Et la lumière se rallume au niveau cérébral. C'est comme ça qu'on a sorti aussi les chiens, vous savez, de Seligman, qui étaient dans l'impuissance apprise. Eh bien, on les a guidés à nouveau à sauter par-dessus la barrière pour que leur cerveau réenregistre le fait que, effectivement, ça y est, on est à nouveau dans un environnement où mes actions comptent. Donc, retrouver cette perception de contrôle aide à sortir de la stagnation. Et enfin, numéro 3, redonner au moteur quelque chose de plaisant à anticiper, une récompense. Le striatum s'allume en grande partie avec l'anticipation d'une récompense. Donc tant que l'avenir est rempli de risques, de corvées, de difficultés, de douleurs, il va rester au ralenti. Le jour où tu recommences à percevoir que devant toi il y a quelque chose de génial, d'inspirant qui t'attire, pas juste un objectif noté sur le papier, mais une vie inspirante, neuro-émotionnellement inspirante, où on se sent en joie, en paix, on se sent fier, eh bien le moteur va se rallumer de lui-même. C'est là que la brume se lève, comme le disait Théo dans les témoignages. Je vois de nouveau quelque chose qui me donne envie d'avancer, voyez. Pour faire la synthèse, il y avait 3 énigmes au début de la vidéo, une personne immobile pendant 3 ans, des chercheurs qui se sont trompés pendant 50 ans et un repos qui ne répare rien. La réponse qui relie toutes ces énigmes, c'est que la stagnation n'est pas un défaut de fonctionnement, c'est la réaction de base d'un cerveau qui, ne détectant plus de prise, se met en retrait pour te protéger et qui attend simplement qu'on lui prouve, que tu lui prouves, expérience après expérience, que tu as le contrôle sur ta situation. C'est de nouveau sûr d'avancer et devant toi, il y a des cadeaux qui arrivent, les récompenses sont en train d'arriver. Tu n'as jamais eu besoin de plus de volonté, tu as eu besoin que ton système se sente en sécurité, qu'il détecte une prise et qu'il y ait à nouveau quelque chose de beau, d'inspirant à anticiper, à rêver, des projets qui se concrétisent. Et contrairement à ce que Seligman avait cru pendant 50 ans, c'est pas l'impuissance qui s'apprend. C'est la perception de contrôle. Ça s'apprend. Tu peux apprendre à sentir que oui, tu as le contrôle sur la situation et oui, devant toi, il y a des cadeaux qui arrivent. Maintenant, je suis beaucoup plus dans l'espoir et c'est comme si j'avais soufflé sur de la brume finalement. J'ai retrouvé mon chemin. C'est beaucoup plus fluide. Je vis dans la joie aussi, ça c'est important. Puisqu'à l'époque, au début de l'accompagnement, je subissais ma vie. Que maintenant, je ne la subis pas. C'est moi qui organise. Donc c'est super. Cette sérénité et cette paix que je retrouve au fil de l'accompagnement, et j'ai l'impression que ça continue, c'est génial. C'est vraiment, ça n'a pas de prix, je le dis, vraiment. Julien est en train de recréer une manière de vivre la vie. J'ai écouté beaucoup de vidéos d'autres personnes. Et franchement, j'ai envie de dire, vous êtes des coachs de haut vol. Je n'imaginais pas pouvoir me transformer autant en si peu de temps, si tu veux. Parce que je me disais, ça fait plusieurs années de thérapie que je fais. Alors oui, j'ai eu des changements, je peux pas le nier. Mais ça prenait du temps, c'était fastidieux. Puis l'année dernière, par exemple, j'avais pris
1 an de thérapie quasiment. Et j'ai pas senti une progression fulgurante, quoi. Je sentais que ça pataugeait, tout, c'était frustrant. Et là, vraiment, donc génial. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu ne cherches pas juste une astuce, tu es sérieux dans ta démarche de transformation, tu cherches à comprendre en profondeur et maintenant ça c'est fait. L'étape d'après c'est l'expérimentation. Parce qu'on l'a vu, ta vie ne change pas en comprenant, ta vie elle change quand tu vis la transformation, quand tu vis le changement. J'ai une présentation pour toi où je te montre comment notre méthode accompagne concrètement des milliers de personnes à retrouver l'élan, l'envie d'aller de l'avant et créer une vie qui les inspire vraiment. Vérifie si cette méthode pourrait fonctionner pour toi. Le lien s'affiche à l'écran. Tout ce que tu as à faire là, c'est de cliquer sur l'écran pour regarder cette vidéo. Et si tu veux reprendre toute cette affaire de stagnation depuis le début, regarde mes 2 précédentes vidéos, les 5 erreurs qui entretiennent la stagnation et le déclic qui change tout. Ce sont les 2 vidéos qui s'affichent quelque part sur cette page. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Julien Kim. Prends bien soin de toi. Ciao!